Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo de la chaîne consacrée à l'ENS et uniquement à l'ENS. Juste avant de commencer, je voulais juste rapidement m'excuser pour l'éclairage, c'est de nouveau de nuit, comme j'ai souvent fait, j'ai l'impression, pour mes vidéos facecam. Je suis vraiment désolé, j'avais tourné ça en fait aujourd'hui, mais je suis pas suffisamment satisfait de la vidéo que j'ai tournée, donc je la retourne la nuit. Voilà. Du coup, je la retourne la nuit parce que je vais bientôt déménager et que je voulais vous montrer rapidement la chambre dans la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va pas être la vidéo la plus rigolote, je pense, sur l'ENS, mais d'un côté, je pense que c'est peut-être la vidéo la plus informative. En gros, je vais essayer de vous présenter vraiment l'école dans sa globalité, peut-être notamment parce que c'est un truc qui me tient à cœur, même si je sais pas à quel point ça intéresse beaucoup de gens. Donc, je vais à la fois essayer de vous présenter géographiquement où est-ce que ça se situe, le jargon de l'école, les cours qu'on peut y prendre. J'ai aussi essayé de vous présenter toute la vie associative. euh, les internats notamment, auxquels on vous parler de tout ça. Bon bref, j'oublie peut-être des choses, mais en gros c'est l'idée. Au pire, normalement, je vais essayer de faire des chapitrages corrects. Voilà. Bref, du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Juste avant, petite précision que j'ai déjà faite, mais cette vidéo ne concerne que l'ENS Ulm, aussi appelé ENS PSL. Pas du tout Saclay, Rennes, Lyon, Pise. Je suis allé dans ces écoles-là, et encore pas toutes, uniquement pour voir des potes, donc je n'aurai pas la prétention de raconter des choses leur concernant ces écoles-là. Donc du coup, le NS-Film, bon, j'ai commencé directement. Alors, bon, déjà, tout à l'heure, je l'appelais NS-Film, ENSPSL. En effet, le NS-Film, donc en fait, on appelle traditionnellement Ulm, parce que du coup, le campus principal se situe sur la rue d'Ulm, au 45. En fait, maintenant, l'école elle-même préfère plutôt s'appeler ENSPSL, notamment parce qu'en fait, comme on va le voir tout de suite, le NS n'est pas forcément situé que au niveau de la rue d'Ulm. En fait, il y a plusieurs campus de l'ENSPSL. Il y a le campus principal, qui est le campus le plus, on va dire, historique, qui se situe donc au 45 rue d'Ulm. Vous savez, c'est le campus où il y a la petite fontaine avec les arbres, donc la cour, le truc carré là, qui est autour de la cour, hein, c'est la cour carrée. Vous avez la cour Pasteur, vous avez tous les trucs historiques. Vous savez, la cour, c'est la cour où il y a les bustes aussi. Enfin, j'essaierai de tourner une vidéo en cour demain, du coup, je pense, si je peux. Bon, on verra à quoi ça ressemble, du coup. Peut-être si je suis tranquille et qu'il n'y a pas trop de gens. Enfin, bref, peut-être. Dans tous les cas, sinon, si un jour vous passez à l'ENS, vous pouvez demander au gardien de vous laisser entrer si vous pouvez voir la cour. Il y a des chances qu'ils vous disent oui et vous verrez, c'est plutôt joli. Donc ça c'est vraiment le campus le plus historique. Je reviendrai sur ce qu'il y a là-dessus, enfin là-dedans plus tard. Mais en fait il y a d'autres campus, il y a aussi un campus qui se situe au 46 rue d'Ulm, donc vraiment juste en face. Alors si je me trompe pas, si là vous avez le 45, là vous avez le 46. Faut que je fasse ça dans votre bon sens à vous, parce que je sais jamais trop comment ça retourne au niveau des selfies, mais je crois que c'est ça. Au pire je vous invite à la regarder sur Google Maps, vous verrez c'est... Enfin, ça sera peut-être un peu plus clair. Mais du coup, donc vous avez aussi le 46 rue d'Ulm qui est juste en face. Vous avez un autre campus qui se situe au niveau du 29 rue d'Ulm, également un peu au niveau de la rue Erasme, un peu au niveau de la rue Le Mont. Donc 24 rue Le Mont, rue Erasme, je connais pas le numéro, mais vous avez l'idée. Et vous avez en fait deux autres campus qui appartiennent à l'UNSPSL. Un campus sur le boulevard Jourdan, alors pareil, j'ai pas le numéro, mais c'est à côté du parc Montsouris. C'était l'ancien campus de l'ENS de Sèvres, pour ceux qui étaient là tard à l'époque, ceux qui, je sais pas, connaissent l'ENS de Sèvres. Bon l'ancien campus était là. Enfin, c'est désormais Jourdan du coup. Et vous avez aussi un campus à Montrouge. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de campus, beaucoup de trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans tous ces campus? Au 45, donc vraiment le truc historique, c'est là qu'en vrai vous avez la plupart de la vie de l'école, dans le sens où vous avez à la fois des grosses bibliothèques, vraiment des énormes bibliothèques. Vous avez pas mal d'internats, alors pas tous, mais la majorité des internats de l'école sont là. Vous avez une cantine, n'est-ce pas? Sur laquelle je reviendrai. Vous avez la cafette, la fameuse cafette. Donc c'est à la fois le bar de l'ENS, l'endroit dans lequel on organise nos soirées. Enfin bref, ça se situe ici. Vous avez donc pas mal de salles de cours aussi. Vous avez quoi d'autre? Euh, Ouais, vous avez le bureau du COF et du BDS. Donc encore une fois, COF BDS, je reviendrai sur ce que c'est plus tard. Mais donc voilà, vous avez pas mal de trucs. Le 46 rue d'Ulm, c'est essentiellement un internat. Ok, je pense que je vais peut-être rentrer un peu plus dans les détails. En fait, en gros, au 45 rue d'Ulm, bon, déjà, il faut que je définisse ce que c'est qu'un département. On va devoir commencer par là. Alors, il faut savoir que le ENS, c'est essentiellement une fac, en dépit du fait qu'on aimerait bien mettre notre ego en avant et dire qu'on n'est pas dans une fac quelconque, on est à l'ENS. En vrai, ça reste principalement une fac. Et du coup, comme toutes les facs, le ENS s'organise avec des départements. Alors, bon, c'est un peu dur de décrire en soi ce que c'est un département, même si ça se comprend bien. C'est une sorte d'organisation dans laquelle on va venir répartir les gens en fonction du domaine qu'ils étudient. Ok, par exemple, je prends le département de physique. Au département de physique, du coup, c'est un ensemble à la fois spatial et auquel on appartient lorsqu'on est soit chercheur en physique, soit lorsqu'on est étudiant en physique, soit lorsqu'on a un rapport administratif avec le fait de gérer les gens qui font de la physique. Du coup, on essaie de regrouper tout ça au même endroit, donc à la fois les labos de recherche de physique, à la fois les salles des étudiants de physique, à la fois éventuellement des salles pour mettre genre une sorte de machine à café et se détendre un petit peu, et à la fois éventuellement une bibliothèque de physique, et à la fois du coup des bureaux, notamment pour des gens qui vont faire de l'administratif, qui concerne les physiciens. Du coup, à cet endroit-là, on va appeler ça le département de physique, et du coup, les gens qui bossent là-bas bossent au département de physique.
Donc bah, l'ENS également du coup s'organise sous forme de départements, alors il y en a une quinzaine, je vais essayer de tous vous les citer comme ça de tête. Alors il y a 7 scientifiques, 8 départements littéraires. Pour les scientifiques vous avez maths, physique, chimie, bio, géosciences, informatique et sciences cognitives. Et pour les départements du coup plutôt littéraires, alors vous avez économie, sciences sociales, géographie, histoire, philosophie, département des sciences de l'Antiquité, donc ça en gros c'est tout ce qui va être latin, grec, de ce que j'ai compris. Vous avez le littérature et langage, donc ça c'est plutôt le français et lettres modernes. Et vous avez espace culture et langage d'ailleurs, donc ça c'est genre les langues. Et du coup tout le monde prend des cours là-bas parce que tout le monde prend des cours d'anglais ou d'espagnol, quoi. Donc, voilà. Euh, du coup en gros bah, chaque département a un endroit spécifique dans l'ENS dans lequel il se situe. Au 45 rue d'Ulm, donc qui est un peu l'endroit historique, vous allez avoir donc beaucoup de choses, notamment le département de mathématiques, c'est-à-dire les salles où les étudiants de mathématiques travaillent, mais également les salles où les chercheurs de mathématiques travaillent, mais également les salles où les bureaux des gens qui gèrent les mathématiciens travaillent. Bon, je pense que vous commencez à avoir l'idée. Donc tout ça, ça se situe au 45. Vous avez d'autres départements, alors je ne les connais pas par cœur, je crois que Éclat et Lila se trouvent ici, je crois que le DSA se trouve ici aussi. Bon, je ne connais pas tout par cœur où se situent les départements littéraires encore, peut-être ça viendra plus tard. Mais bon, en gros, vous avez pas mal de trucs. Concernant, et vous avez pas mal d'internats aussi du coup. Concernant le 46 rue d'Ulm, alors vous avez encore beaucoup d'internats. Vous avez le fameux bâtiment de l'annexe, hein, avec ses 5 étages d'internat, enfin bref, c'est assez colossal. Vous pouvez y ranger 5 x 40, plus 20 personnes. Hein, voilà, ça fait un paquet de monde, c'est 220 personnes si je sais à peu près compter. Bref, ça fait un paquet de monde. Donc tout ça c'est l'annexe. Et vous avez également du coup le département de biologie qui est situé là-bas. Après, du coup, vous avez le campus qui est au niveau du 29 rue de Lune, donc un peu plus haut dans la rue. Ce campus, en fait, il est relié en interne à l'entrée rue Erasme et à l'entrée 24 rue Lomont. Et du coup, là-dedans, dans cet énorme complexe, c'est relié par une cour intérieure. Dans cet énorme complexe, vous avez les départements de chimie, donc c'est un peu mon fief, les départements de physique, ce qui fait qu'en fait, c'est carrément mon fief cet endroit. Vous avez aussi, du coup, les départements de géosciences qui se trouvent là-bas, notamment sur les toits. Si un jour vous avez l'occasion de voir, il y a des petites salles CR où je crois les gens ils utilisent la météo, de ce que j'ai compris. Bon, en tout cas, c'est stylé. Le département d'études cognitives aussi se situe là-bas, vous avez des bibliothèques. Là-bas, ce qu'il y a noté, c'est qu'il n'y a pas d'internat, mais que c'est vraiment proche de beaucoup d'internats. Ça aura une importance pour la suite, on y reviendra plus tard. Ensuite, concernant Jourdan, du coup, bah, vous allez avoir d'autres départements, donc notamment économie, je sais que c'est là-bas. D'ailleurs, philo, c'est au 45, j'ai oublié. Économie, je sais que c'est là-bas, et je crois que géographie, c'est là-bas aussi, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai peut-être une bêtise, mais je crois que je dis pas de bêtises. Et du coup, là-bas, vous avez essentiellement du coup, une cantine, une grosse bibliothèque, des bâtiments pour loger, donc vous avez 2 internats là-bas. Hypnose 1, Hypnose 2, mais je reviendrai sur les internats plus tard. Et, euh, et voilà, du coup, les 2 départements que j'ai cités. Et après, Montrouge, c'est le petit vilain petit canard des campus de l'ENS. C'est celui qui est le plus loin, c'est celui qui est le moins aimé. Vous avez des internats là-bas qui sont considérés comme étant les moins bons. Vous avez un énorme bâtiment dans lequel globalement il se passe pas grand-chose. Il y a quelques étudiants qui ont des TP, genre moi j'ai des TP de chimie là-bas. Je crois qu'il y a des TP de physique aussi qui se trouvent là-bas. Vous avez une partie de la préparation à la grecque qui est là-bas, donc bah voilà, j'irai là-bas pour préparer la grecque. Et sinon, il y a quoi? Il y a des gens dentaires qui utilisent une partie du bâtiment pour étudier la dentition. Et vous avez une café, je crois. Enfin bon, bref, cafétéria. Mais bon, c'est clairement le campus le moins aimé de l'ENS. Il est 1 rue Maurice Arnoux, s'il y a des gens qui veulent le regarder. Je crois que c'est le 1. Et du coup, bon, bah voilà, il y a des. Je crois que de ce que j'ai bien capté, alors je suis pas trop dans les petits papiers de l'école, hein, mais de ce que j'ai compris, je crois qu'il y a une volonté un peu de détruire notamment ces internats là-bas. On attend qu'il y en ait d'autres qui soient reconstruits pour les péter, donc bon, peut-être que dans quelques années, genre 2-3 ans, il y aura plus d'internats à Montrouge. Et je sais même pas à quel point le bâtiment Montrouge il va encore tenir longtemps. Mais bon, bah voilà, c'est un bâtiment de l'ENS. Et du coup, bah, tout ça, ça forme spatialement l'ENS spécial. Alors, c'est pas méga en soi intéressant de savoir tout ça, mais c'est surtout que ça permet un peu de situer l'action et de comprendre pas mal de choses sur ce que je vais raconter plus tard. L'idée, c'est que du coup, bah, vous captez que donc, les cours se déroulent en fait au niveau des départements. Donc, moi, typiquement, j'avais surtout cours en fait au Erasme, parce que c'est là qu'il y a le département de chimie et c'est là qu'il y a le département de physique. Bon, les cours en soi, je reviendrai honnêtement sur les cours à l'ENS dans une vidéo à part, parce que je pense que c'est quelque chose qui nécessite une vidéo à part. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, la scolarité dure à peu près 4 ans, ça peut être 4 jusqu'à 7 ans. Globalement, il faut au moins 3 pour faire l'équivalent dans L3, dans L1, dans L2. Et l'ENS, en gros, vous permet de prendre une année en plus pour chiller un max. Donc, notamment passer la grecque, notamment faire complètement autre chose que votre domaine de prédilection. Parce que justement, l'ENS encourage vraiment la pluridisciplinarité. En fait, c'est même pire que ça vous force à la pluridisciplinarité. Mais tout ça, j'y reviendrai évidemment quand on fera une vidéo sur les cours. Que je ferai, je pense, prochainement. Donc bon, ensuite, après, un dernier truc un peu peut-être relou sur lequel j'aimerais revenir, du coup, c'est le jargon. Parce que j'ai l'impression, comme beaucoup d'écoles, le NS a un jargon qui lui est propre. Alors, honnêtement, je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas trop quelle est l'utilité, je sais pas trop si l'idée c'est. Bon, en tout cas, c'est ma supposition, c'est peut-être complètement bidon, hein, j'en sais rien, mais moi, ma supposition, c'est que l'objectif, c'est d'avoir des gens qui appartiennent à un même groupe, qui ont un vocabulaire de groupe, et qui, du coup, à la fois se reconnaissent entre eux, et. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est une
Bon, le terme de secte est un peu fort, mais je pense que vous voyez l'idée. C'est d'essayer vraiment ouais, de maintenir une sorte de cohésion artificielle par un langage. Bon, bah en tout cas, ça marche. Donc, du coup, bah, on a tout un petit jargon. Donc, par exemple, le pot, ça désigne quoi? Bah, ça désigne simplement la cantine de l'ENS qui s'appelle le pot. Le petit pot, ça désigne quoi? Bah, du coup, ça désigne une petite cantine, donc une cafétéria. À ne pas confondre avec la cafette, écrit grand K-grand F majuscule E accent circonflexe T, qui du coup ne décide pas du tout une cafétéria, mais le bar de l'ENS, également l'endroit où on organise les soirées, c'est la cafette. Sinon, il y a quoi d'autre? Il y a des trucs genre. Une turne, qu'est-ce que c'est? C'était une chambre, simplement. Donc, actuellement, vous voyez une turne, fantastique. Donc après, bah, du coup, tout ça dérive le turnage partiel, le turnage général, tout ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Hein. C'est des choses pas méga intéressantes, mais je vais y revenir plus tard. Vous avez quoi d'autre? Vous avez les conscrits, donc ça, c'est les premières années, conscrits ou conscrites. Vous avez les vieux, ça, c'est les deuxième année ou plus. Alors, techniquement, il y a les vieux et vieilles, et comme on aime bien l'écriture inclusive à l'ENS, du coup, on appelle ça les vieilleux maintenant, pour voilà, mixer les deux. Vous avez quoi d'autre? Vous avez le méga, c'est le week-end d'intégration. Vous avez des calos, alors une calo écrit K-A-L-O. C'est des petites soirées qu'organisent soit des étudiants, soit des clubs. Voilà. Donc, bah, typiquement, les chimistes ont organisé une calo cette année, c'était la calo chimie. C'était la meilleure calo de l'année d'ailleurs. Pas meilleure soirée, meilleure calo. Bon, bref, je reviendrai sur tout ça plus tard, bien sûr. Enfin bon, et après du coup parmi les autres jargons un peu utiles, bah du coup notamment vous avez tout ce qui est acronyme d'association, donc notamment BDE qu'on appelle le COF, Comité d'organisation des fêtes, BDA, Bureau des Arts, et BDS, Bureau des Sports, DG aussi, Délégation Générale. Mais tout ça je vais vous les présenter ces organismes-là plus tard, c'est-à-dire en fait juste maintenant, assez en détail, puisque du coup tout le jargon sert en gros globalement à comprendre la suite. Parce que du coup, bah, c'est un jargon que j'utilise parce que bah, voilà, l'école, ça a marché ce qu'ils ont fait. J'utilise complètement leur jargon maintenant. Donc bon, voilà, comme ça, vous aurez une sorte de dictionnaire des mots de vocabulaire que je vais utiliser. Donc maintenant, je pense que je vais essayer de vous parler de toutes les associations qu'on peut trouver à l'ENS. D'abord, association étudiante. Donc je vais commencer par les classiques BDE, BDS, BDA, bref, ce genre de choses. Donc bah, nous, notre BDE, il s'appelle le COF. Donc c'est le Comité d'organisation des fêtes. Alors comment est-ce qu'on est élu au COF déjà? Peut-être avant de savoir ce qu'ils font. En fait, en gros, il y a deux mandats. Enfin, en gros, bon, un mandat dure 6 mois et en gros, il y a deux élections dans l'année. Il y a une élection qui se situe autour de novembre-décembre et une élection qui se situe autour de juin. En fait, l'élection la plus importante, c'est celle qui se situe autour de novembre-décembre parce que c'est essentiellement des premières années qui vont venir intégrer le BDE, donc le COF. Du coup, ce qu'ils font, c'est que ces premières années se réunissent. Il faut une dizaine de premières années, un peu plus, pour faire du coup, ce qu'on appelle une liste de COF. Cette liste, elle va avoir un nom. En général, on essaie de mettre liste dedans, genre tricycliste, par hasard. Je reviendrai sur plus tard. Et. Du coup, bah, chaque personne en fait dans la liste s'organise pour avoir un rôle particulier. Donc moi, imaginons, je vais entrer au coff. Bah, un rôle moyen le plus simple, c'est que j'allais me trouver 10 potes qui sont tous chauds pour le coff. Puis on s'agglutine un peu ensemble. On se décide de rôles qu'on a. Donc par exemple, je sais pas, j'ai décidé d'être de trésorier au pif. Et ensuite après, on va chacun lister qui va avoir à la fois une campagne, donc c'est cool, ça crée un peu d'activité dans l'école en novembre-décembre où ça peut commencer à retomber un petit peu parce que la rentrée est passée. Ça crée un petit regain d'activité parce que du coup bah, chacun essaie de se vendre un petit peu. À l'issue de ces 2-3 semaines, du coup, il y a des élections qui sont organisées. Ces élections, elles désignent chaque membre du bureau et pas les listes. Ok, je sais pas si c'est clair, mais en gros, ça veut dire que techniquement, s'il y a deux listes sérieuses qui se présentent toutes les deux, bah, ça veut dire que tous les gens de ma liste peuvent être sélectionnés pour le rôle, mais si le trésorier de l'autre liste a vraiment l'air d'être très bien, bah moi je peux me faire saquer pour l'autre trésorier. Je sais pas si c'est clair, mais du coup ça peut mener à des cohabitations de listes, éventuellement, ce qui est pas génial, parce que bah du coup ça veut dire que c'est deux groupes de potes qui cohabitent. Donc bon, ça veut dire que typiquement on peut avoir un président d'une liste, un vice-président d'une autre liste. Alors en pratique ça arrive très peu, souvent parce qu'il n'y a qu'une seule liste qui se présente de toute manière, enfin en tout cas une seule liste sérieuse, parce que du coup il y a plein de listes un peu bidons, comme la tricycliste cette année qui se sont présentées. Alors bon moi j'étais pas là, mais apparemment c'était très drôle ce qu'ils ont fait. Enfin bon. Mais du coup, c'est vraiment important de voir qu'en tout cas à l'ENS, on peut avoir des splits au niveau des listes. Et ensuite, du coup, bah, le mandat dure à peu près 6 mois. Donc en mai-juin, il y a de nouveau des élections. Celles-là sont beaucoup plus discrètes. Hein. Moi, j'ai appris qu'il y en avait parce que j'ai un pote qui est au COF. Donc bah, j'ai appris qu'il y avait des élections. Ça permet éventuellement à des membres de switcher de rôle au sein du bureau. Donc par exemple, je sais que la vice-presse, je crois, est passée en Respocom, si je dis pas de bêtises, mon année. Donc voilà, ça permet d'avoir des petits switches. Également, s'il y a des gens qui veulent rentrer ou partir, parce que mine de rien, ça prend quand même un sacré bout de temps et d'énergie, bah du coup, c'est possible aussi. Ça a également été le cas mon année. C'est pas forcément le cas, hein, genre l'année d'avant ça l'a pas aidé. Bon, vous voyez que ça dépend un petit peu. Mais en gros, voilà, c'est comme ça qu'on rentre, c'est comme ça qu'on gère. Et en gros, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est au COF? En fait, on gère plein de trucs. L'idée, c'est comme on est bureau des étudiants, bah, en gros, on va essayer de gérer. Bon, en gros, beaucoup de choses. Je vais faire une liste. À la fois, c'est un peu dans le nom, mais c'est eux qui vont s'occuper de gérer bah, déjà les soirées, un comité d'organisation des fêtes. Donc, ouais, bah, du coup, ils vont globalement organiser pas mal de soirées. Alors, pas toutes. Je pense qu'ils en organisent à peu près une sur deux, une sur trois. Mais il faut toujours plus ou moins leur aval pour pour faire une soirée, en fait, en cafette. Et donc, bah, du coup, souvent, il va y avoir des respos
sobres, qui vont du coup souvent être des gens du COF. Donc à la fois des gens qui vont essayer de faire gaffe au VSS, alors c'est violences sexistes et sexuelles, si vous rentrez en école bientôt dans 2023, bon bah forcément vous en entendrez parler parce que c'est un peu le truc à la mode. Il s'occupe du coup également de vérifier qu'il n'y ait pas trop de gens qui soient en perdition vis-à-vis de l'alcool, ce genre de choses. Donc bon, il gère un peu tout ça. Il gère également quoi d'autre? Il gère en fait un peu toute l'administration relou, c'est-à-dire qu'ils vont gérer la création des clubs. Donc imaginons que je veuille créer un club avec des potes. Comme tous les clubs sont à initiative étudiante, bah, du coup c'est eux qui vont approuver ou non la création du club. C'est eux qui peuvent éventuellement lui accorder un budget, qui veulent lui accorder un créneau, qui veulent lui accorder une salle si elle a besoin d'une salle particulière, donc ils gèrent tout ça. Ils vont également gérer des trucs un peu plus chiants, genre on a eu un changement de banque, c'était à la NLS, bah du coup c'est les trésoriers du coffre qui ont géré ça. Enfin les trésorières pour cette année. Ils vont gérer quoi d'autre? Ils vont gérer le week-end d'intégration, donc c'est eux qui vont à la fois organiser les trucs, organiser les transports, donc enfin voilà. Je sais pas si j'oublie des choses. Ah si, ils gèrent les pulls aussi, parce que du coup les pulls de l'ENS, donc vous savez les fameux pulls là, les gens qui flexent en mettant des pulls quand ils vont au Monoprix Saint-Michel, bon bah c'est le coffre qui les vend. Qu'est-ce qu'ils font? J'essaie de voir s'ils font d'autres choses. Je crois que c'est globalement ce qu'ils font. En fait, bon, j'oublie un truc en particulier, j'oublie le BDA, et j'oublie ce que fait le BDA. Mais bon, en tout cas, sans forcément entrer dans les détails de ce que c'est que le BDA pour le moment, ça vous donne en gros un a priori de ce que fait le COF. En plus de ça, ils doivent également réaliser en fait des permanences. Donc ils ont une petite salle, un petit bureau qui se situe au 45 rue d'Ulm, dans lequel 2 heures tous les midis et 2 heures tous les soirs, il y a des membres du COF qui sont présents pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Donc voilà, en gros ça c'est le rôle du COF de base, je crois que j'ai rien oublié. Le truc c'est qu'au sein même de ce COF, donc chaque personne a des rôles comme j'ai dit, donc vous avez président, vous avez vice-président, vous avez trésorier par exemple, Respocom, vice-Respocom, vice-trésorier, enfin voilà, vous avez plein de trucs. Et notamment vous avez des gens qui sont au BDA. Donc je crois qu'il y a 4 personnes, peut-être 6, je crois que c'est 4, j'ai peur de dire une bêtise, on va dire 4, qui sont au BDA et qui du coup sont élus en tant que membres du BDA. Alors le BDA c'est quoi? C'est pour Bureau des Arts, et en gros leur but c'est je sais pas, de mettre en contact, en fait si je sais très bien, mais c'est de mettre en contact les étudiants de l'ENS avec tout ce qui peut toucher plus ou moins de près ou de loin avec de l'art. Donc leur objectif, comme le nom l'indique en fait. Donc en gros leur objectif ça va être quoi? Ça va être typiquement de choper des prix réduits sur à la fois des pièces de théâtre, sur à la fois des expos, des musées, des concerts. En fait, ça peut être un peu plein de trucs, mais en gros, tout ce qui touche à un rapport avec l'art, ils vont essayer de choper des prix réduits. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a faut shotgun un peu des places, je crois que c'est tous les mois, un truc comme ça, faut shotgun des places pour le mois. Si vous n'êtes pas dispo, il y a des gens qui les revendent un peu à chaque fois, donc vous pouvez vous-même leur vendre votre place. Bon, bref, faut trouver un acheteur, mais voilà. Souvent, c'est un peu à prix réduit. Et du coup, en gros, voilà, l'objectif c'est de proposer une offre culturelle diversifiée qui permet aux gens de l'ENS de proposer, enfin, comme ça, de jouir davantage un peu à prix réduit. Ils organisent également un voyage, alors cette année ils ont organisé un voyage à Berlin en Pâques. Alors j'y étais pas, apparemment c'était très bien, mais j'y étais pas. Mais donc voilà, ils organisent aussi tout ça. Voilà, il y a un voyage à Berlin qui a été organisé par le BDA. Donc ça c'est globalement ce que gère le coffre. Il y a un dernier truc que j'ai oublié, c'est qu'aussi ils ont des partenariats avec des trucs autour de l'ENS. Par exemple ça permet d'avoir des petits euros de réduction à droite à gauche, notamment dans des commerces de la rue Mouffetard, ce qui est toujours honnêtement pratique. Donc voilà, donc ça c'est le coffre qui gère. En parallèle, du coup, vous avez aussi donc le BDS. Donc le BDS, du coup, c'est quoi? C'est pour Bureau des Sports. Donc eux, ils s'occupent plutôt de tout ce qui est sport, comme leur nom l'indique. Donc comment est-ce qu'ils sont élus? Je vais faire comme le COF, hein, on va commencer par le commencement. Comment est-ce que vous êtes élu au BDS? En fait, à peu près la même période que le COF, entre novembre et décembre. Vous avez une petite période de campagne. Donc pareil, vous faites une liste. Cette fois-ci, je sais combien de personnes, c'est 9. Donc voilà, il faut trouver 8 autres potes qui sont chauds. Chacun se décide un petit peu son rôle. Vous listez, c'est-à-dire que vous allez réaliser une campagne en affichant à tout le monde le fait que vous 9 voulez devenir membre du BDS et que chaque personne aura tel rôle. Pendant à peu près 3 semaines, du coup, c'est l'occasion d'organiser des soirées, d'organiser des pique-niques, d'organiser des barbecues, d'organiser des trucs comme ça, des petits jeux, voilà, pour essayer aux gens à la fois pour dynamiser un peu le campus et puis pour donner un peu envie aux gens de voter pour vous. Cette fois-ci, les votes sont pas rôle par rôle, c'est vraiment une liste qui est votée. Alors je sais pas pourquoi le BD, c'est le COF, c'est différent à ce niveau-là, honnêtement, j'ai pas trop de raisons à donner a priori. Enfin, je sais pas trop d'où ça vient, mais du coup, cette fois-ci, il n'y a pas le président d'une liste qui peut être élu et le vice-président d'une autre liste qui peut être élu. C'est vraiment la liste A ou la liste B. Vous votez pas pour les rôles des gens, vraiment, vous votez pour la liste que vous décidez de voter. Bref. Et le mandat dure 1 an, donc il n'y a pas non plus moyen de switch de ses fonctions au bout de 6 mois. Le mandat dure 1 an. Alors eux du coup globalement qu'est-ce qu'ils s'occupent de quoi? Ils vont s'occuper à la fois du coup de tous les clubs sportifs, du coup donc de tous les clubs de sport. Donc pareil comme les clubs sont à initiative étudiante, si vous voulez créer un club, avoir un budget pour ce club, avoir un créneau pour ce club, avoir une salle pour ce club, en tout cas un lieu, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Donc il faut organiser tout un tas d'AG pour gérer tout ça. Ils vont également s'occuper des tournois, donc c'est eux qui vont, donc tous ces tournois de sport, donc c'est eux qui vont également du coup prévenir les gens qu'il y a des tournois, qui vont essayer éventuellement d'organiser si jamais c'est un peu loin,
Ouais, ils vont organiser, si c'est un peu loin, des transports pour que les gens puissent y aller. Ils vont également rembourser une partie des tournois. Enfin bref, en gros, ils s'occupent de tout ça. Ils vont faire des maillots si jamais il y a des gens qui ont besoin de maillots. Bref, ils gèrent des trucs. Euh, je regarde. Ouais, après, du coup, en plus de gérer ça, ils ont également un bureau dans lequel ils perment. Du coup, donc ce bureau, c'est le même que celui du COF. Donc, ils ont vraiment juste. Enfin, c'est la même salle, c'est-à-dire il y a deux bureaux différents. Et voilà quoi, enfin il y a deux tables différentes et chacun a sa table quoi. Et bon en gros c'est vraiment le même bureau. Euh, Bref, le même bureau, la salle bureau, mais pas le même bureau, objet bureau. Ouais, je suis désolé, hein, je me confonds sur les homonymies, mais je pense que c'est vrai clair. Et sinon, eux, ils s'occupent du coup non pas du méga, mais de deux week-ends dans l'année, à la fois, enfin deux week-ends. À la fois, ils s'occupent en fait d'organiser le voyage au ski, qui du coup se déroule en gros à l'intersemestre, donc entre fin janvier et début février. Et ils s'occupent du coup également du week-end aventure. Donc c'est un week-end en gros essentiellement à la plage, qui est souvent réalisé à l'Ascension, de ce que j'ai compris. Donc cette année, c'était à côté de Bordeaux par exemple. Et donc il s'occupe de tout ça, donc à la fois en termes de logement, en termes de déplacement, etc. Pour info, c'est quand même vachement rentable, notamment parce que du coup, bah, j'ai pas fait le week-end aventure, donc je vais pas trop raconter. Mais le week-end de ski, j'ai pu le faire. Je raconterai un peu peut-être plus en détail comment c'était dans une autre vidéo. Enfin bref, en gros, je pensais faire une vidéo sur la rentrée parce que la rentrée est hyper dense à l'ENS et c'est l'occasion à la fois de parler du week-end d'inté, du méga et à la fois de parler du week-end de ski. Mais en gros, bah, en fait, je dis rentable parce que je crois que ça m'a coûté genre 600 balles pour en vrai une grosse semaine, c'est-à-dire quasiment 10 jours de ski avec des potes, sachant que du coup dans les 600 balles était compris genre le transport, était compris la location de tout le matériel pour le ski, et était compris genre enfin, l'endroit pour dormir et une partie de la bouffe. Enfin du coup c'est vraiment très rentable. Donc bah c'est cool. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je regarde également si j'oublie un truc, mais je crois que c'est tout. Donc écoutez, donc ça en gros c'est vraiment pour les principales associations de l'ENS. En fait il y en a d'autres, il y en a une que j'ai oubliée, c'est la DG. Donc la DG c'est quoi? C'est la délégation générale. Promis c'est la dernière. Du coup la délégation générale c'est quoi? C'est quatre élèves. Ces quatre élèves ils sont élus en fait tous les 6 mois, mais en fait tous les 6 mois il n'y a que deux élèves qui sont élus. Du coup en gros quand vous êtes élu c'est pour un an. Et du coup, tu as une rotation de deux membres tous les 6 mois. Je sais pas si c'est clair. Sachant qu'en fait, bon, de ce que j'ai compris, souvent, les membres sont réélus parce que quand t'es DG, un peu, t'es DG beaucoup et pas grand monde veut devenir DG. L'idée, c'est que les DG, c'est un petit peu pour moi les Dark Knight de l'ENS. Genre, c'est les gens qui font beaucoup de choses qui sont vraiment très bien. Mais autant, bon, les gens du COF et les gens du BD, censés qui c'est, ils ont un petit peu de la fame. Bon, j'abuse un peu, mais enfin, c'est pas non plus des stars, hein, mais vous voyez l'idée quoi. Autant en vrai, les gens de la DG, j'ai l'impression personne sait vraiment qui c'est et on leur chie un peu dessus. Donc, c'est que pas grand monde veut devenir DG. Et du coup, donc, bah, ils sont quatre. En gros, ils s'occupent de quoi? Pas mal d'administratifs relous, mais notamment ils s'occupent de l'internat de l'ENS. Parce que du coup on a beaucoup de chance, je pense. On est quand même déjà, je pense, l'une des rares écoles avec en soi un internat. Enfin, il n'y a pas toutes les écoles en internat, mais nous on en a un. Et qui plus est, un internat qui est géré par les élèves. Pour les élèves, et honnêtement, je pense que c'est parce que ça se passe bien qu'on a réussi à garder ce système-là. Mais du coup, c'est vraiment cool d'avoir un truc dans le sens où je sais pas, genre t'as un pote qui est DG quoi, enfin c'est cool. Et à la fois c'est des gens de confiance, donc il n'y a pas trop de magouille en termes de non mais vas-y je donne telle chambre à telle personne parce que c'est mon pote. C'est vraiment plutôt clean ce qui se passe au niveau de la DG, donc bah, ça les génère pas, donc ça marche bien, enfin c'est que des raisons de continuer, le système est vraiment bien actuellement comme il est. Euh, donc bon bah en gros bah il s'occupe de ça. Alors en fait pour décrire le rôle de la DG je suis un peu obligé de commencer à parler de l'internat de Ulm parce que les deux sont vraiment liés. Euh, Ça va encore une fois être une partie où je vais pas mal expliquer de choses qui peuvent être un peu reloues et un peu redondantes sur le début. Mais bon, ok. En gros, les internats de Ulm, déjà où est-ce qu'ils sont situés et comment est-ce que ça marche pour aller à l'internat Ulm. Les internats, vous en avez quand même pas mal, donc ils sont 46 rue d'Ulm, comme j'ai précisé, au niveau de l'annexe. Vous avez 5 étages, de A annexe 1, donc A1, jusqu'à annexe 5, A5. Vous avez également 45 rue d'Ulm, plusieurs internats. Alors vous avez à la fois les internats de Erasme, vous avez 2 étages, Rateau, vous avez 2 étages, Nir, c'est là où je me trouve, vous avez 3 étages d'internat. Il y a des internats un peu spéciaux qui se situent vraiment au niveau de la cour. Bah, on appelle ça souvent les chambres du carré, donc c'est les chambres qui, leurs fenêtres donnent directement sur la cour, donc l'endroit avec la fontaine et les arbres. C'est les chambres à part, j'en parlerai, enfin j'expliquerai plus tard pourquoi elles sont à part. Et après, parmi les autres campus que vous avez, bah, du coup, vous avez 2 internats à Jourdan, Hypnos 1, Hypnos 2, qui sont en vrai, je pense, les internats les plus clean. Genre, vous avez du parquet et tout, enfin, c'est stylé. Et après, vous avez les internats à Montrouge, vous avez des énormes tours, vous avez 3 tours avec genre 7 étages à chaque fois et que des internats dedans, enfin, c'est monstrueux. Donc, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de gens qui logent aussi. Donc, ça, c'est les internats à Ulm. C'est pas cher, ça coûte genre 300 balles, 315 balles je crois par mois. Et puis voilà, donc peu importe la chambre que vous avez. Les chambres en soi peuvent être assez inégales, même au sein des bâtiments. Donc je sais pas, par exemple mon voisin, ok, en gros ma chambre est rectangulaire comme vous allez le voir après, donc c'est une sorte de rectangle comme ça. Et du coup mon voisin devrait également avoir une chambre rectangulaire, parce que juste à côté il y a l'ascenseur, et du coup on va pas mettre enfin l'ascenseur est pas aussi long que ma chambre et du coup bah, en fait ça fait que mon voisin taxe une partie de l'ascenseur parce qu'en fait il taxe tout ce qui est derrière l'ascenseur, donc mon voisin a en gros une chambre double modulo, un petit carré qui est enlevé pour l'ascenseur et il paye le même prix que moi alors qu'il a genre 20 mètres carrés, moi j'en ai 10.
Bon voilà, bon il y a des choses qui sont éventuellement injustes, mais c'est faire dans le sens où c'est aléatoire. Euh, du coup pour ça je suis un peu obligé d'expliquer comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller pour obtenir une chambre à l'ENS. Déjà ce qui est cool, ce qui est vraiment bien, c'est que tous les premières années ont une chambre à l'ENS. Et tous les premières années, quasiment tous les premières années, ont une chambre qui se situe au niveau du 45 rue d'Ulm. Typiquement moi je suis actuellement au 45 rue d'Ulm dans ma chambre de première année. Ça c'est vraiment bien parce que ça permet déjà à tout le monde d'être au cœur de la vie étudiante, notamment en début d'année, donc ça facilite grandement l'intégration. Enfin, c'est con, hein, mais avoir la salle de soirée qui a un ascenseur de chez moi, je vous assure que ça facilite beaucoup de choses. En même temps, comme ça, vous êtes proche pour la plupart de vos cours, donc c'est top aussi. Euh, Puis ça garantit une place en internat à des gens qui pourraient venir de loin et qui pourraient pas forcément avoir envie, ni la foi, ni la volonté de trouver un appart de loin, ces gens qui sont de Toulouse, enfin vous voyez, ça casserait les couilles. Donc là, quasiment tout le monde en internat. Je dis quasiment tout le monde parce qu'il y a une petite dizaine d'élèves, en tout cas à mon année, je crois que c'est un peu comme ça tous les ans, qu'on finit à Jourdan. Alors bon, les internats de Jourdan sont très bien, mais du coup ça leur fait un peu plus de route, donc c'est peut-être un peu plus galère. Après d'un côté, je crois que ça les a pas mal rapprochés, pas mal soudés. Donc bon, vous voyez que il y a, on va dire qu'il y a il y a des bons côtés dans les mauvais côtés. Et du coup, c'est que la plupart des chambres du 45 et de l'annexe sont en fait directement bloquées pour la première année. Seule exception, c'est les chambres du carré, parce que c'est quand même vraiment des bonnes chambres. Et après, du coup, une fois que vous sortez de première année, comment est-ce que vous faites pour obtenir une chambre? Notamment à Jourdan, notamment à Montrouge, et notamment pour les chambres du carré. Mais en gros, chaque étudiant dans sa scolarité a un système de joker, donc en fait, vous en avez trois. Et c'est une sorte de monnaie que vous pouvez que perdre, vous ne pouvez pas en gagner de joker, ça ne se gagne pas, ça ne se vend pas, il n'y a pas de marché noir du joker, en tout cas pas à ma connaissance. Donc vous avez trois jokers pour votre scolarité. L'idée c'est que vous allez avoir en juin un truc qu'on appelle le turnage général, où en gros c'est là que toutes les chambres pour l'année prochaine vont avoir des occupants, et c'est comme ça qu'on va décider qui va occuper telle chambre. L'idée c'est que chaque personne va venir miser un certain nombre de jokers parmi ceux qu'il a. Par exemple, moi enfin, je sors de première année, donc j'ai 3 jokers. Puisque tout le monde est logé en première année, on considère que les gens ont 0 année logée, même s'ils logent un an, qui est du coup l'année de leur conscritude, c'est-à-dire leur première année à l'ENS. Du coup, moi là, en tant qu'étudiant, je suis 0 année logée, 3 jokers. Je peux décider de miser 1, 2 ou 3 jokers, ça dépend de la chambre que je veux obtenir. Donc ça, faut un petit peu s'intéresser au marché. Avec un joker, est-ce que je peux choper telle chambre? Avec deux jokers, est-ce que je peux choper telle chambre? En gros, c'est l'idée. Imaginons que je veuille, je sais pas, une chambre à Jourdan, et je décide de miser deux jokers. Bah, du coup, maintenant, il y a plein de gens qui font miser des jokers, et on va classer ces gens-là. On va commencer par les classer sous nombre de jokers. Donc, par exemple, un mec qui mise 3 jokers va être placé devant un gars qui en a visé 2, parce que de facto, il en a misé plus. Et en parallèle, après, au sein des classements par joker, les gens sont classés par ordre d'année logée. Donc, typiquement, pour qu'un mec qui mise 3 jokers avec 0 année logée, ça saute mieux qu'un mec qui mise 3 jokers avec une année logée. Et après, ensuite, une fois qu'on a ça, le reste c'est random. Donc, typiquement, un joker, 0 année logée, donc c'est-à-dire ce que j'ai misé, on est plein à être dans ce cas-là, parce qu'on est plein à avoir balancé qu'un joker. Et du coup, là, c'est random. Alors, du coup, pourquoi balancer qu'un joker? Pourquoi pas en balancer directement 3? Parce que le problème, c'est qu'évidemment, si jamais vous récupérez une chambre avec le joker que vous avez misé, vous le récupérez pas. Donc, typiquement, c'est mon cas, j'ai récupéré une chambre avec ça, donc n'ai plus que 2 jokers pour le reste de ma scolarité. Si jamais finalement la chambre je la voulais pas, ou ça me plaisait pas, ou je voulais absolument target une chambre et en fait on me l'a piqué juste devant moi, je peux récupérer mes jokers évidemment et ne pas prendre de chambre du tout. Par contre, si je prends une chambre, tous les jokers que j'ai misés, ils sont misés et ils sont donnés. Donc ça c'est le premier moyen pour avoir des chambres. Évidemment du coup les chambres, en fait ça veut dire que toutes les chambres disponibles sont en gros toutes les chambres modulo, les chambres du coup qui sont réservées aux conscrits. Donc typiquement la chambre où je me trouve actuellement, je pourrais pas l'avoir si j'avais voulu de nouveau l'avoir l'année prochaine, parce qu'elle sera réservée à un autre conscrit qui va choper cette chambre. Et après, tout au long de l'année, en fait, tous les mois, vous avez des trucs qui s'appellent les turnages partiels, où en gros, il y a certaines chambres qui se libèrent en fait chaque mois, parce que je sais pas, il y a des gens qui partent en stage, il y a des gens qui déménagent, whatever. Et du coup, puisque des gens libèrent des chambres, en fait, pourquoi laisser quelqu'un qui a pas de turm sans turm alors qu'il y a une turm de libre? Pourquoi laisser un gars à Montrouge alors qu'il y a une turm à l'ENS? Enfin, au 45 rue d'Ulm, vous voyez un peu l'idée. Du coup, vous pouvez aller au turnage partiel. Encore une fois, vous pouvez miser un certain nombre de jokers. Alors, bon, évidemment, plus vous rentrez tard dans l'année, plus c'est con de miser un joker. Parce que si vous misez un joker en avril et que vous chopez une chambre avec ça, vous avez utilisé un joker pour 3 mois. Parce que votre chambre, vous allez la garder avril, mai, juin, et en juin, vous vous dégagez. Donc, c'est un peu con. Mais techniquement, vous pouvez le faire. Donc, encore une fois, les gens sont classés, nombre d'années logées, etc. C'est pour ça que vous pouvez avoir 3 jokers, une année logée, par exemple, si vous avez chopé une chambre très tard dans l'année ou avec 0 joker. Et en fait, à partir de là, ça permet de pouvoir bouger de chambre petit à petit. Ce système comme ça, très malléable, c'est justement permis par le fait que ce soit géré par les étudiants et par un groupe d'étudiants qui gère ça et qui a envie de gérer ça. Parce que du coup, c'est encore une fois, c'est pas du bénévolat, je crois, ils ont une faible rémunération en ECTS. Mais bon, c'est tellement faible que je vais même pas vous décrire ce que c'est qu'un ECTS parce que c'est vraiment ridicule. Enfin, je vous décrirai ça quand je parlerai des cours. Mais bon, en gros, c'est quasiment du bénévolat. Du coup, le système marche vraiment bien. Et en gros, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on chope des internats à l'ENS. Maintenant, les internats à l'ENS, qu'est-ce qu'ils valent en fait? Alors déjà, qu'est-ce que vous avez dans votre chambre? Est-ce qu'elle est grande, etc. Du coup, les chambres, globalement, font autour de 10 mètres carrés.
pour la plupart des chambres de l'ENS, exception faite aux chambres du carré qui sont un peu plus grandes, et notamment il y a des mezzanines, ce qui permet juste de stocker plus de trucs, parce que du coup vous enlevez la taille d'un lit double dans une chambre en fait, donc ça fait de la place. Globalement c'est autour de 10 mètres carrés, des chambres un peu plus grandes, genre la mienne doit faire 12 je crois si je dis pas de conneries, il y en a qui sont un peu plus petites, qui font 8-9, bon voilà, on n'a pas tous les mêmes chambres. Mais en gros, c'est l'idée. Dans votre chambre, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver un lit, vous allez trouver des rangements, comme je vais vous montrer juste après, et un lavabo. Vous ne trouverez pas de toilette, pas de douche, et pas de coin cuisine. Autrement dit, sauf à Montrouge, vous avez des douches dans les chambres. Autrement dit, les cuisines sont communes, les toilettes sont communes, et les douches sont communes. Et du coup, évidemment, tout ce qui est pour laver le linge, etc., vous trouverez ça sur les campus, c'est comme ainsi. Alors maintenant, du coup, seconde question, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que les internats sont bien? Est-ce que c'est propre? Je dirais que ça dépend vraiment beaucoup des étages et surtout que ça dépend vraiment beaucoup de l'ambiance de l'étage. Typiquement, moi j'étais dans un étage où en gros, donc je suis à l'étage NIR 4 pour éventuellement ceux qui connaisseraient. Et du coup, à l'étage NIR 4, en fait, le NIR de manière générale, le bâtiment NIR, c'est un bâtiment dans lequel les gens mettent, enfin dans lequel je sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Et du coup, parmi les étudiants internationaux, il y a beaucoup de gens âgés. Donc ça veut dire typiquement mon voisin, il a 30 balais et il étudie Rabelais, et c'est en anglais, et voilà. Donc enfin voilà quoi, et des gens comme ça qui avaient mon âge et qui sortaient de prépa, on était genre 6-7 sur 20 personnes, donc du coup on est rapidement devenus potes, et ça fait que globalement c'est nous qui occupions principalement la cuisine. Donc nous on avait pour, on va dire, on laissait à peu près les trucs clean derrière nous, ça nous arrivait de laisser une merde avec le blanc c'était clean, et on avait pour politique quand tu utilises un truc tu le nettoies et tu le laisses à sécher. Il y a des étages où c'était pas du tout la même chose. Je pense au NIR 3, faut pas aller chercher très loin, c'est juste en dessous. Le NIR 3, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se connaissait. Et la politique, c'était plutôt, tu utilises un truc, tu le laisses en plan. Et du coup, quand tu arrives en cuisine, tu laves un truc, tu l'utilises, tu le laisses en plan. Mais du coup, là où c'est terrible, c'est que genre, il y a des casseroles où il y a des champignons qui commencent à grandir dedans. Parce que ça fait une semaine que personne l'utilise, donc la casserole, il y a des champignons qui grandissent dedans. Voilà, du coup, il y a des étages qui sont plus ou moins sales. En tout cas, le mien, ça allait, ça dépend comment l'étage est géré. Après, donc ça c'est purement pour la cuisine. Au niveau des toilettes, perso, à part deux traces de pneus que j'ai trouvé dans l'année, j'ai jamais eu de soucis. Même pas trop de gouttes de pisse et tout sur la cuvette, enfin vraiment ça allait. Les douches en vrai c'était ok, pareil. Bon, évidemment, c'était pas aussi propre que ce que j'ai pu avoir l'habitude d'avoir, je sais pas, quand j'étais solo chez moi. Après, je sais pas, peut-être c'était ma propre crasse, du coup ça me gênait moins. Mais globalement, c'était vraiment honnête. Genre, j'ai le siphon, le siphon avec ses petit à petit bouchées, à cause des gens qui avaient les cheveux longs, là on a débouché ça en la moitié de l'année et c'est tranquille. Là ça recommence un peu à se boucher donc je sais pas si on le fera avant de partir ou pas, mais en gros vous voyez c'est tranquille quoi. Je sais qu'il y a d'autres étages où c'est un peu plus la merde. Moi du coup globalement ça va. Mais en gros faut vraiment voir ça avec les gens de cet étage. Mais du coup globalement c'est cool. Et est-ce que c'est gênant d'avoir toilette commun, douche commun, cuisine commun? Moi je trouve pas. Je trouve même que du coup c'est un bon moyen de sociabiliser. Rien que le fait d'avoir une cuisine commune, même si tu veux bouffer dans ton coin, ça te force à aller voir des gens. Et ok, je comprends que ça peut être un peu relou, au pire tu mets tes écouteurs, personne ne viendra te faire chier, mais en vrai c'est cool parce que ça permet quand même vraiment de sympathiser pas mal, notamment au début d'année, et de rencontrer du monde que vous ne rencontreriez pas d'habitude, parce que typiquement je suis en chimie physique, donc enfin je sais pas à quel moment je rencontre une historienne, genre tu vois, bon voilà, je suis devenu pote avec des historiens grâce à ça. Donc c'est plutôt bien. Puis surtout que comme à l'ENS, il y a vraiment plein de gens qui sont un peu experts dans leur domaine, ça peut être vraiment cool de discuter avec d'autres gens qui sont pas du tout dans votre département, parce que c'est juste enrichissant de discuter avec un gars qui est expert en histoire alors que vous êtes expert en chimie, genre vous avez des trucs à lui apprendre, il a des trucs à vous apprendre. Et typiquement, le fait qu'il y ait des cuisines communes, c'est vraiment un espace dans lequel vous pouvez rencontrer du monde qui partage pas votre domaine d'expertise. Donc en fait, là-dessus, c'est plutôt sympa. Pour autant, j'ai quand même un besoin d'intimité, je pense, comme beaucoup de monde. Et le fait qu'on ait une chambre solo, je trouve que c'est quand même vraiment bien. Parce que en fait, quand je veux pas avoir de monde, je me fous dans ma chambre et c'est tout. Et là-dessus, c'est vraiment cool. Après, enfin, au niveau de la propreté, il faut savoir qu'il y a quelques internats dans lesquels il y a des petits nuisibles. Je pense à des cafards, à des souris. Alors, on a de la chance au NIR, on n'a pas ça, mais voilà, éventuellement. Voilà, j'ai un petit pote qui s'est réveillé à 2h30 du mat avec un cafard dans son salon, enfin dans son salon, dans sa chambre. Voilà, chacun ses trucs. Au niveau de la gestion, ok, au niveau de la gestion maintenant, par exemple, est-ce qu'il y a des vols, est-ce qu'il y a des trucs comme ça? La réponse est assez triste, mais en fait, ouais, il y a pas mal de vols à l'ENS. Moi, j'étais sur deux groupes d'étages, enfin sur deux groupes WhatsApp d'étages pour des raisons que j'ai pas détaillées, et en gros, sur le mien et sur un autre, hein. Et en gros, ouais, ça volait pas mal. C'est assez dommage, honnêtement. Je sais pas trop d'où ça vient. Nous, en gros, on se faisait pas mal piquer de trucs en début d'année, puis après, du coup, un jour, on a croisé une meuf qui avait l'air de piquer des trucs, donc on lui a fait la morale, et après, on a eu moins de vols. Donc bon, c'était sûrement elle. Et je pense qu'en gros, il y a un peu ça partout. Mais enfin bon, honnêtement, c'est un peu dommage. Ça fait que ça faisait en sorte que moi je gardais la plupart de ma bouffe dans ma chambre. Je pense que ça se voit assez derrière. Ce qui peut du coup attirer des nuisibles derrière. On voyait le cercle un peu vicieux.
honnêtement, il n'y a pas forcément grand chose à faire en soi, c'est dommage. Même en termes d'assiette, hein, parfois il y a des trucs qui apparaissent, qui disparaissent. Puis ça encourage pas forcément des bons comportements non plus. Enfin, je sais pas, c'est con, mais j'avais acheté un liquide vaisselle, on m'a pétave mon liquide vaisselle au bout de 2 jours. Bah, j'avais la haine, je suis allé pétave le liquide vaisselle de 2 étages en dessous. Puis du coup, ils avaient sûrement la haine. Enfin, vous voyez, bon, c'est un. La violence entraîne la violence, le vol entraîne le vol. Bon, je pense que vous avez l'idée. Bon, bah voilà. Il y a les vols à l'ENS, c'est pas méga grave. On fait avec, et puis ça dépend. Ça dépend des étages, ça dépend des périodes de l'année, genre en novembre, décembre c'était terrible, janvier, février c'était tranquille, enfin voilà, ça dépend un peu. Mais globalement, bah, attendez-vous à avoir quelques vols éventuellement. Alors attendez, je vais juste boire un peu, et après je vais directement vous parler de la qualité des chambres à l'ENS aussi, parce que c'est quelque chose d'important. Ok, du coup la qualité des chambres à l'ENS, est-ce que les chambres sont bien? Alors je vais vous montrer la mienne un peu juste après. Donc je vous ai dit que c'est autour de 10 mètres carrés. Globalement, je pense qu'il y a des chambres qui sont très bien. Genre, je pense à Jourdan où il y a du parquet. Je suis vraiment impressionné par le parquet de Jourdan. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a des chambres qui sont moins bonnes. Je pense aux chambres de l'annexe. Voilà. En termes d'isolation sonore, en vrai, ça dépend vraiment. En fait, le truc, c'est que les chambres sont trop inégales parce que, par définition, l'internat est putain d'inégal. En annexe, par exemple, vous avez une isolation sonore qui est à chier. Genre, enfin, ok. Est-ce que c'est normal? Bon, ok, on se ment pas, on a 20 ans, ça peut arriver de baiser. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un gars en annexe qui entende son voisin baiser alors qu'il a genre 8 portes de lui, parce que tellement que les murs sont fins. Et en parallèle, alors moi j'ai pas du tout ce problème-là à Onir, parce qu'Onir on a de la chance d'avoir une très bonne isolation sonore au niveau des murs, du plafond et du sol. Par contre, la porte a une isolation sonore dégueulasse, donc ça fait que quand j'entends mon voisin faire des trucs, c'est à travers la porte. Puis le couloir, puis de nouveau ma porte, je pense que vous voyez l'idée, mais à travers les murs j'entends rien. Donc moi par contre Onir en vrai j'ai plutôt une très bonne isolation sonore, je me plains pas du tout là-dessus. Par contre, moi j'ai une isolation thermique qui est à chier. C'est-à-dire qu'en hiver, c'est littéralement une serre le truc. En été, pardon, c'est littéralement une serre le truc. Si vous voulez faire pousser des bananes et des melons, vous pouvez. Alors qu'il y a 2 étages où c'est parfaitement tranquille. Donc voilà, tout est un peu inégal. Moi je sais que ce qui pose problème à lire, c'est ça. Et la lumière aussi, parce que là ça se voit pas parce que c'est la nuit. Mais après, en fait, le mur est une fenêtre, le mur est une vitre. Donc bah forcément, en termes de lumière, ça y en a à balle. Vous avez une sorte de rideau un peu éclaté qui ne pouvait pas descendre de tout le mur. Donc il y a une partie qui est toujours irradiée de lumière sans que vous puissiez faire quelque chose. Donc ouais, clairement, c'est pas idéal en termes de lumière. Il y a d'autres internats qui sont beaucoup mieux en termes de lumière, mais qui du coup ont des cafards, des souris, des trucs comme ça. Donc bon, vous voyez que tout est un peu inégal. Chacun a ses merdes. Globalement, est-ce que les internats de l'ENS sont bien? En vrai, je trouve quand même. Évidemment, bon, je pense que j'ai déjà eu un logement meilleur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est quand même putain de bien placé. Enfin, je suis quand même en plein Paris pour 315 € par mois. Et enfin, c'est juste convivial, tu vois. C'est clairement pas le luxe, c'est clairement pas, je sais pas, le petit jacuzzi et la petite baignoire en fonte, mais c'est franchement honnête. Et il y a un bon esprit dans les internats. Donc perso, je recommande vraiment à 100%, si jamais vous avez la possibilité d'aller en internat à Ulm, d'y aller. Vous ferez des bonnes rencontres, ce sera l'occasion de se stabiliser et tout. Surtout qu'en plus, les internats sont vraiment pas restrictifs. C'est-à-dire que du coup, bah vous voyez, bon, moi j'ai eu du bol globalement de temps en temps dès que les gens de mon étage et un peu de rester avec eux. Mais bah typiquement, je sais pas, j'ai un pote, il est dans un certain étage, bah il a mis les pieds 2 fois dans la cuisine de cet étage. Parce que je sais pas, il est jamais vraiment allé. Il passe sa vie, il est papillonné ailleurs et aller manger dans d'autres étages, c'est pas grave. Et globalement, ça lui sert juste pour dormir, donc il rentre dans l'étage juste quand il s'agit de dormir. Et sinon, il y passe jamais. Mais c'est pas grave en fait, parce que bah, globalement, dans l'année, vous êtes libre d'aller bouffer un peu où vous voulez, d'aller stocker votre bouffe où vous voulez. Vous voyez, il y a une grande liberté là-dessus qui est accordée. Liberté qui est peut-être un poil diminuée d'ailleurs quand j'y pense, parce qu'il y a des petites galères dans les internets cette année. Alors je vais pas décrire, raconter en soi ici, mais bon, il y a eu des petits dos. Et du coup, je sais qu'ils vont potentiellement essayer de restreindre l'accès aux internats. On a eu des petits formulaires pour ça. Alors bon, le débat c'est est-ce qu'on restreint l'accès aux internats uniquement aux normaliens, uniquement aux gens qui habitent à l'internat eux-mêmes. On sait pas encore trop, on va voir ce que ça donne. C'est déjà le cas à Jourdan, c'était déjà le cas depuis je sais pas trop quand, mais où en gros il y a que les gens qui habitent à Hypnose 1 et 2 qui peuvent rentrer à Hypnose 1 et 2, vous voyez l'idée. Ils vont peut-être étendre ça aux autres internats. Enfin bon, dans tous les cas, a priori, je crois que les gens n'ont pas trop voté pour que seuls les gens de NIR 4 puissent rentrer en NIR 4. Donc je pense que ça restera relativement free. Et du coup, ça fait que, bah, en fait, en soi, être à l'internat, ça vous engage juste à globalement rencontrer du monde et être chill. Et c'est juste un truc que je vous encourage à faire si jamais vous avez la possibilité parce que bah, c'est sympa. Ça fait une sorte enfin, je sais pas, c'est un mix étrange entre une coloc, habiter un peu solo. Enfin, c'est très étrange, mais le truc marche bien. Ok. Après, du coup, parmi les autres trucs dont j'ai pas forcément parlé, il y a encore quoi? Il y a encore la cantine en soi, la qualité de la cantine, quand est-ce qu'elle est ouverte?
Bah, du coup, la cantine est vraiment bonne pour le coup. Vous avez trois stands, un stand qui propose toujours des frites, un stand qui est toujours vegan et un stand qui change beaucoup. En début d'année, j'étais très frites, puis en fait, beaucoup moins à la fin. Donc après, je suis pas mal tourné vers le stand vegan notamment. La cantine est bonne, honnêtement. Il y a eu un petit drop de qualité vers décembre-janvier, puis après, c'est revenu. Elle est ouverte genre de midi 11h40 jusqu'à 14h quasiment. Enfin, elle est ouverte beaucoup. Par contre, elle est ouverte que le midi et que du lundi au vendredi. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs et tous les week-ends, il faudra vous faire à bouffer ou aller manger dehors. Ça tombe bien, elle a un à côté quand vous êtes au 45. Mais du coup, voilà, la cantine est bien, je valide. La cafétéria, honnêtement, j'y suis pas trop allé, mais ils proposent des mini petits-déj qui sont sympas. Peut-être un poil cher, mais sympa. Donc, la cafétéria est cool aussi. Concernant la cafette, du coup, bah, la cafette, c'est le bar de l'ENS en journée, hein, globalement. Donc, vous pouvez acheter plein de trucs. Honnêtement, c'est vraiment bien. Vous avez de l'eau, sirop, tout ça, c'est gratuit. Moi, mon petit kiff, je vous assure que c'est les limonades. Ils ont des limonades pression. Vous mettez un petit sirop de rose avec de la limonade. Ça vous fait une sorte de Diabolo Rose. Oh, c'est exceptionnel. Donc, ça, vraiment, je recommande fortement. Ils ont des bières qui sont très cool aussi, à la fois des bières en pression qui sont potentiellement de qualité pas ouf, mais qui font le taf parce que c'est pas cher et que voilà. Donc je pense à l'accro. Alors je sais plus si c'est la pinte ou la demi-pinte qui est à 1,2€, enfin 1,20€, mais bon, vous voyez que c'est pas très cher. Donc, bon, bah ça fera plaisir à certaines personnes. Ils ont aussi des bières un peu plus chères, mais du coup des bières artisanales qui sont honnêtement pas mal. Je crois que ça vient de la brasserie de Lettres à Paris, si certains connaissent. Mais du coup, et tout ça, ça reste à des prix vraiment très abordables. Donc la cafette, c'est cool. Cette salle, elle se transforme en salle des fêtes à la nuit tombée, notamment le vendredi, puisque du coup les soirées à l'ENS, c'est donc vraiment dans l'ENS. Ça dure de 22h à 3h, c'est tous les vendredis, et en fait c'est souvent en plus le mardi ou le jeudi, mais c'est au minima tous les vendredis. Ça peut tourner, parfois c'est organisé par le COF, donc en général c'est les meilleures soirées. Parfois c'est organisé par des départements ou des clubs, donc les fameuses calos. En général c'est des soirées plutôt moyennes, sauf la calochine qui était très bien. Je dis pas ça parce que j'ai participé à l'organiser, elle était vraiment très bien. Premier degré en plus. Donc voilà, souvent les calos c'est pas les meilleures soirées, mais bon voilà. Je pense à la calo médecine qui avait été extrêmement nulle, mais en fait j'ai un très bon souvenir de la soirée parce qu'il y avait une contre-soirée qui était vraiment très bien. Donc bon voilà, il y a des trucs qui arrivent. Ça dure du coup de 22h à 3h, donc en vrai ça va. Enfin, perso, je suis pas forcément le gars qui aime bien rester jusqu'à 5h, donc 3h ça me convient bien. À la fin de la soirée, évidemment, vous pouvez déarranger, vous êtes vraiment une bonne personne. Moi j'ai dû le faire 2 fois, ce qui fait de moi une personne un peu ok, mais sans plus. Euh, souvent, donc là-bas, vous savez quoi? Donc en fait, on a à la fois un système de DJ, donc on appelle le Boom, donc c'est l'organisation de DJ. Donc, c'est des étudiants qui mixent. Il y a un peu de tout, il y a de la techno, il y a du rap, il y a... Bon, je suis pas un expert en musique, mais il y a beaucoup de choses. Je pense que vous trouverez ce qui vous plaît. Il y a également du coup le PLS, donc c'est Pôle Lumière Son. Pareil, c'est une association, un club de l'ENS qui s'occupe de gérer les lumières, le son, ce genre de trucs. Comme son nom l'indique en fait, hein. Rien de très autonome. Donc pareil, vous pouvez intégrer ça en début d'année si vous voulez. Donc ils sont là toutes les soirées. Ça fait que ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu genre techno, enfin j'abuse un peu, mais ça fait un peu genre disco truc, discothèque un peu la cafette. Honnêtement c'est bien. Les soirées sont assez inégales en fait. Globalement les soirées de début d'année sont très bien. Les soirées de Noël sont très bien. Certaines cadeaux sont bien. Il y a quelques soirées dans l'année qui sont très top. Après le reste c'est plus parce que t'es avec tes potes et que c'est vraiment un ascenseur des châteaux que c'est sympa. En fait c'est trop inégal les soirées à l'ENS. Ce qui fait qu'il y en a qui sont vraiment pas ouf, il y en a qui sont vraiment excellentes. Ça dépend. Ça dépend aussi beaucoup de l'engouement des gens, et plus l'année avance, moins les gens sont engoués enjoués par aller en soirée. Du coup, la qualité a tendance à drop un peu, puis de temps en temps ça remonte, parce que je sais pas, tout le monde se tape une déterre. Bon, vous voyez un petit peu comment ça marche. En tout cas, en début d'année, ça c'est vraiment cool. Donc là-dessus, c'est un bon point. Non, puis voilà, après moi je sais que globalement la soirée c'était un truc qui me plaisait. Vous avez également des Berliners de temps en temps. Alors donc voilà, c'est les soirées techno, que de la techno. Souvent c'est genre ouais, 22h, parfois même 23h, 3h, parce qu'on va pas commencer trop tôt la techno. Ça souvent c'est le samedi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour rentrer à l'ENS à la soirée techno. C'est un truc qui se fait, parce que du coup je vous ai dit qu'on était libre, donc en tant que normalien on est supposé être capable de rentrer, je crois, 4 personnes à chaque fois sur le campus et même de pouvoir faire dormir qui on veut. Et si on fait dormir une même personne plus d'un mois d'affilée, il faut qu'on prévienne je sais plus qui. Bon, vous voyez qu'en gros, bon, c'est méga large comme restriction. Et du coup, il y a des gens qui vont rentrer des potes pour les Berliners, donc souvent c'est le samedi, et c'est un peu l'occasion de pouvoir voir des gens parce que il y a plein de gens qui sont pas de l'UNES en fait de Berliner. En parallèle, après, j'ai pas forcément trop parlé des clubs non plus à l'ENS, mais du coup, les clubs, vous avez beaucoup de clubs. Vous avez des clubs à la fois hyper connus, donc je pense, je sais pas, la Fanfare, donc l'Ernestophone, qui est probablement un des plus gros clubs de l'ENS, que vous pouvez sûrement croiser d'ailleurs en train de faire de la fanfare dans les rues de Paris, autour de l'ENS, notamment pendant l'été, vous les croiserez souvent, genre en avril, mai, juin, juillet, si vous avez croisé des gens faire de la fanfare plein milieu de la rue, c'est sûrement eux.
Vous avez aussi les pom-pom, du coup bah, c'est les pom-pom, enfin c'est assez clair, hein, c'est littéralement les pom-pom girls et boys de l'ENS. C'est d'autres clubs, je sais pas, je pense au club Inutile par exemple, qui pour le coup est un peu un club typical nerd de ENS avec un humour nerd de ENS. Alors moi ça me fait rire, pas tout le temps, mais globalement ça m'a beaucoup fait rire en début d'année. Donc c'est un club qui sert à rien, qui fait plein de trucs qui servent à rien. Par exemple, ils ont proposé une distribution gratuite de sable par brouette. Bon, voilà. Ils ont proposé quoi d'autre? Ils ont proposé de donner des conjugaisons à tous les verbes qui ne se conjuguent pas à toutes les personnes à tous les temps. Je sais pas, par exemple, il pleut, bah, vous dites pas je pleut, tu pleus, bah, ils ont conjugué le verbe pleuvoir pour lutter contre la discrimination verbale. Enfin, ils ont fait plein de trucs qui servent à rien, mais ils l'ont fait. Alors, je crois que le club est un peu en train de crever parce que si j'ai bien compris, il est géré par des 5A qui sont en train de bientôt quitter l'ENS, donc peut-être que c'est bientôt la fin du club inutile. Mais bon, voilà, et si vous avez du bol, vous pourrez trouver des affiches collées du club inutile un peu partout. Genre une affiche collée sous une étagère. Ok, je sais pas si c'est clair, mais genre là c'est l'étagère. Bah, genre il est collé là, quoi. Donc bon, ça sert à rien, mais parce que personne ne le lira jamais, mais c'est typique le club inutile. Euh, Ok, ensuite vous avez le club redondance, pareil, donc ça c'est typique. Le club redondance, comme son nom l'indique, c'est un peu redondant. Donc en fait, c'est quoi? C'est comme le club inutile, mais 2 semaines plus tard. Ah, vous avez raté la livraison de sable gratuite de l'ENS? Pas de problème. Le club redondance vous en propose une autre 2 semaines plus tard. Bon voilà. Ça c'est un peu l'humour ENS, c'est pas des clubs qui servent à grand chose, mais c'est des clubs qui existent. Vous avez aussi beaucoup de clubs de danse, donc encore une fois, il y a quasiment tout type de danse, hein. Je vais pas me les énumérer, mais normalement vous avez à peu près tout. Au pire, s'il n'y a pas, vous pouvez le créer vous-même. Genre un pote qui voulait créer un club de kebab qui l'a fait. Euh, Ça peut être l'occasion notamment, encore une fois, de rencontrer du monde. Alors à la fois dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire rencontrer du monde, et rencontrer du monde juste bah, voir des gens nouveaux, parce que bah, en fait il y a beaucoup de gens encore une fois qui sont pas de l'ENS qui viennent au club de danse. Bon, il y a d'autres clubs de musique évidemment, je vais pas tout détailler. Après sinon je sais pas, parmi les autres clubs connus qui me viennent en tête, il y a genre Akens, où c'est vraiment les cracks. C'est genre, vous savez, les petits mecs, vous leur donnez 2 tournevis et un trombone et ils vous font en hélicoptère. Mais en gros, c'est un peu. Et du coup, si vous avez des galères de trucs techniques, donc à la fois informatique ou technique physique, genre matériel, vous pouvez aller les voir. Je sais pas, ils peuvent vous réparer des trucs un peu à la con, voire moins à la con du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir Akens, ils sont ouverts tous les mardis. C'est les boss. Enfin voilà, le truc est bien organisé. Ça c'est pour les principaux clubs asso comme ça. Vous avez aussi d'autres trucs que gère le COF, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, qui sont pas vraiment du coup des associations, mais qui sont, enfin qui sont pas vraiment des clubs, mais qui sont en fait des associations. Donc je pense à Talence et à Migrance notamment. Donc Talence c'est une association de tutorat, bah, du coup inter à l'ENS. Et Immigrants, c'est une association qui a pour but de faciliter bah, en fait, l'intégration de gens qui ont dû fuir leur pays pour cause d'exil. Donc notamment ils proposent, je sais pas, des cours de français par exemple. Euh, donc ça c'est vraiment ça, des statuts judiciaires d'association. Les statuts judiciaires sont différents de juste le club inutile. Alors bon je suis pas un expert juridique non plus donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je crois vraiment que leurs statuts judiciaires sont différents. C'est l'UNES qui chapeaute tout ça, enfin c'est le COF qui chapeaute tout ça aussi. On a également là je balance des trucs en vrac, hein, c'est purement des trucs en vrac. Et on a également une organisation qui s'appelle les Petits Cours, qui est du coup c'est une sorte de Le Bon Coin, bon, j'abuse un peu, mais en gros c'est une plateforme de mise en contact entre des gens qui veulent avoir des profs normaliens et du coup des normaliens qui veulent donner des cours. Notamment c'est par là que j'ai pu donner des cours particuliers au cours de l'année. Donc ça on appelle ça les petits cours. Donc vous inscrivez pardon, sur le site du COF, vous dites dans quelle matière et dans quel niveau vous voulez donner des cours, et puis bah, vous attendez que le NS vous mette en relation avec des gens pour qu'ils vous puissiez leur donner des cours. Vous discutez des tarifs, machin, tout ça. Donc voilà, ça c'est les petits cours, c'est aussi le COF qui chapeaute tout ça. Donc voilà, c'est également présent tout ça à l'ENS, ça existe aussi. Donc donner des cours à l'ENS c'est très facile, il y a un petit réseau. Euh, ouais, puis voilà, après je suis en train d'essayer de voir si j'ai pas oublié de présenter d'autres trucs à l'ENS. Mais je crois que globalement c'est à peu près tout. J'ai pu parler des internes en détail. Ah non, bah je suis con, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que je vous ai juste oublié de vous montrer ma chambre en fait. Euh, du coup, bon, j'ai peut-être pas la chambre la plus clean non plus, hein. Je suis bientôt en déménagement donc il faut que je commence à virer quelques trucs. Mais bon, en gros, vous voyez la chambre à l'ENS, ça ressemble à peu près à ça. Donc voilà, vous voyez genre un lit random, des étagères random. Donc là-bas, du coup, c'est une armoire. De l'autre côté de l'armoire, vous avez un lavabo avec derrière quelques rangements. Bon, là, c'est la porte dans le couloir. Là, c'est genre une étagère, oui, qui a un radiateur. Bon, moi, j'ai un ventilo parce qu'il fait froid. Et en gros, quand je vous disais que ma chambre entière, c'était une vitre, en fait, voilà, je sais pas à quel point ça se voit. J'ai essayé de descendre le rideau. En gros, ça, c'est une vitre en fait. Et la vitre fait vraiment tout le tour. Enfin, fait vraiment tout le mur en fait. Donc voilà, bravo Lyonès. C'est pas forcément la chose la plus smart que j'ai vue, notamment en termes de du coup d'échanges thermiques qui sont catastrophiques, mais bon. Donc voilà en gros à quoi ressemble un peu une chambre à l'ENS. Alors d'ailleurs, je sais pas à quel point on a pu voir le sol, mais c'est une sorte de lino un peu dégueu. Il y a des chambres avec du parquet, je pense à Jourdan, qui sont du coup des bonnes chambres. Bon voilà, vous avez un peu de tout. Mais bon voilà, ça c'est une chambre un peu typique à l'ENS, donc une chambre du NIR, pour ceux qui sont intrigués.
venir pour un nouvel immeuble râteau, bien sûr. Parce que du coup, c'est un nouvel immeuble qui donne sur la rue Râteau, bien sûr. Enfin bon. Non, voilà, sinon, globalement, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que le NES, c'est vraiment un truc qui est bien organisé. C'est un truc sur lequel il y a une vie étudiante qui est vraiment pleine, sur lequel vous avez vraiment moyen de passer beaucoup de temps. À la fois assez prenante, assez chronophage. Vous utilisez le terme que vous voulez. Perso, je pense, j'essaie de vite fait de vérifier, mais je crois que j'ai rien oublié. J'essaie vite fait de relire les notes que j'ai pu prendre, mais je crois que c'est bon. Ouais. De toute façon, parmi les trucs dont j'ai pas trop parlé là, il y a les cours, dont je parlerai plus en détail dans une autre vidéo à part. Il y a tout ce qui est rentrée, week-end d'intégration, ski, dans lequel je parlerai dans une vidéo plus en détail. Il y a également le stage de L3, donc il faudra que je parle dans une vidéo plus en détail. Et après, du coup, bah, je pense que plein d'idées reçues, plus ou moins vraies sur le NES. Ça sera peut-être une vidéo un petit peu plus touchy. Je sais pas, quand je vais devoir parler de la politique à l'ENS. Enfin, je veux parler de la politique à l'ENS. Donc voilà, c'est peut-être un truc qui va être un peu plus tendu, mais je vais essayer d'en parler quand même. En essayant de trouver les bons mots. Enfin bon, donc en tout cas, je pense que ça vous donne un peu un aperçu maintenant, peut-être un peu plus fin, de à quoi ressemble la vie de l'école, à la fois la vie associative, à la fois comment marchent les internats, comment peut s'articuler en fait la vie d'un étudiant de l'école. Bon, modulo le fait que vous savez pas trop encore à quoi ressemblent les journées de cours et à quoi ressemblent les cours, mais par ça, je pense que vous voyez à peu près. Bah voilà, je pense vraiment que j'ai fait le tour. Du coup, je vais pas forcément m'éterniser plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me dire. Si j'ai oublié des trucs, c'est possible que j'ai oublié des trucs. Je les mettrai en commentaire épinglé en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis sur ce, bah, moi du coup, je vais vous souhaiter un bon été. Je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis bah, du coup, j'espère vous voir dans les prochaines vidéos sur le NES. En espérant que ça vous ait intéressé. Sur ce, bah, du coup, je vous dis à la prochaine. Puis voilà, à plus.